Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur Diagonale TV pour ce championnat du monde 2014 Carlsen-Anand, partie numéro 9. Carlsen mène toujours d'un point avec donc une pression qui augmente sur Anand au fur et à mesure que les parties vont approcher de la 12e, donc de la dernière. Mais Anand, même s'il a les noirs sur celle-là, a encore aussi deux fois les blancs, donc deux fois la possibilité sans doute de revenir au score. Et il peut aussi tenter bien sûr de l'emporter avec les noirs, hein, rien n'est impossible. Encore faut-il que Carlsen fasse bien sûr des fautes. Alors, donc on va voir cette partie. E4 hein, pour Carlsen, c'est parti. E5 pour Anand. Donc là pour l'instant Anand ne rejoue plus la sicilienne hein, qu'il a déjà tenté, on l'a vu précédemment. Cavalier F3. Carlsen pour voir. Cavalier C6. Est-ce que Anand va rejouer une défense de Berlin ou est-ce que sur le coup de Carlsen, qu'est-ce qu'il va jouer? Fou B5. Est-ce que Anand va tenter maintenant, pourquoi pas, une espagnole avec A6? Et là, plein de possibilités seraient ouvertes, hein, nouvelles. Mais non, cavalier F6, attaque le pion central. Petit roc, on n'a pas peur hein, de la prise, on le rappelle, hein, puisqu'il y a tour 1. Défense de Berlin, jouée donc par Kramnik dans son fameux match face à Kasparov en l'an 2000. Ce mur de Berlin impassable. Et comme on a vu, Anand capable de jouer jusqu'à 122 coups et démontrer que même avec une pièce de moins, on peut annuler. Faire partie nulle dans ce fameux mur de Berlin, extrêmement difficile à passer. Cavalier prend central, le pion central, D4, normal. Cavalier D6 attaque le fou B5. Hein, on replie parce qu'on a beaucoup de pièces sur la colonne E, on a peur de tour E1. Donc on enlève une pièce de la colonne E pour éviter des clouages. Et en même temps on attaque le fou, ce qui force presque hein, le coup suivant, fou prend. On prend du pion D, même si c'est curieux, puisqu'après pion prend, cavalier F5. L'échange des dames est tentant pour les blancs puisque ça déroque le roi noir. Et on rentre dans une finale technique. Dame prend, roi prend. Un choix curieux, on l'a déjà dit, pour Anand puisque Carlsen, semble-t-il, est à l'aise hein, donc dans les finales, hein, dans les finales techniques justement telles que celle-là. Mais pour l'instant, bon, ben, Anand s'en sort bien avec les noirs sur cette variante. Il en a perdu une, mais Carlsen n'avait pas joué cette ouverture-là. Il avait joué le coup de D3, on en a parlé, un coup mis au point apparemment par Stenitz, dès le 19e siècle, hein, le premier champion du monde officiel, Stenitz, ce fameux coup de D3 qui a permis à Carlsen de marquer son premier point. Et là H3, voilà, donc là on n'est plus du tout la même variante évidemment. Alors H3, donc c'est la même hein, que la précédente, hein, celle qui a duré 122 coups. Roi E8, c'est toujours pareil, Anand avait joué ça aussi, Roi E8. Alors pourquoi Roi E8? Eh bien on va même protéger le pion F7, puisque l'idée d'H3 c'est de jouer sans doute G4, cavalier F7, attaque F7, faut défendre, et après F4. Et là la batterie des pions sont en mouvement, et prêt à sans doute faire pression sur le camp noir. Donc en jouant ce coup, maintenant sur cavalier eh bien, G5, on n'a plus F7 qui est attaqué, donc on peut jouer autre chose. On peut jouer H6 pour attaquer le cavalier, on peut, voilà, on a plein d'options. Cavalier C3, on développe les pièces. Et là, H5, le coup d'Anand, on l'a vu dans la partie précédente, c'est un coup qui à la fois joue contre G4, hein, en cas de G4, on prend, et puis G4 est faible, il est tout seul, et la tour H8 est tout de suite active. Et en sus, comme on l'a vu dans la partie précédente aussi, parfois la tour peut sortir en H6 pour jouer sur la 6e rangée. C'est ce qu'on avait vu. Bon, bien sûr, il ne faut pas que ce soit un coup où le fou, ici, contrôle la case. Bon, on en a déjà parlé, on ne va pas revenir dessus. Trop longtemps. Et là, voilà, c'est Carlsen qui varie en premier, regardez. Cavalier E2. C'est-à-dire Carlsen n'attend pas que ce soit Anand qui change éventuellement, parce que même si la partie a duré 122 coups, qu'Anand a réussi à faire nul, on avait quand même le sentiment que Carlsen avait l'avantage. On aurait pu s'attendre ici à ce que Carlsen essaie d'améliorer cette partie qu'il a menée jusqu'à 122 coups, avec cette finale tour cavalier contre tour. Mais non, il varie en premier, donc il joue ce coup cavalier E2, hein, alors que je vous renvoie hein, à la 7e partie, hein, si vous voulez voir ce qu'avait joué Carlsen, c'est pas du tout ce coup-là. Donc là, cavalier E2, voilà, ça varie. Donc c'est plus la même. Alors on va voir si Anand est bien préparé. Alors le coup d'Anand suivant est logique, regardez. Hop, B6. Alors, c'est logique, à la fois, vous rappelez-vous, on avait dit que cette structure, justement, ce mur de Berlin, là, difficile, très curieux, mais difficilement passable. Le problème des noirs, c'est que le roi est au centre et les tours sont pas développées. Mais en fait, on peut proposer tour D8, échanger une tour, si les blancs mettent une tour en D1.
Et puis parfois on arrive à mettre le roi en D8, on revient en D8 plus tard, hein, parce que pour l'instant on protège F7, mais plus tard on revient en D8, C8 et B7, et le roi contrôle très bien ces pions, qui peuvent être un peu faibles puisqu'ils sont doublés, mais en fait qui sont aussi des pions extrêmement difficiles à passer, hein. C'est un vrai mur, hein, contre lequel on se casse les dents, puisqu'on l'a vu, même avec un cavalier en plus on n'arrive pas à gagner. Donc là l'idée aussi de B6, non seulement c'est qu'on reprend la structure de Berlin, on va jouer C5 plus tard peut-être, hein, mais le fou C8 là maintenant a deux options. Il peut sortir en E6, qui est une case naturelle aussi, qui vise un peu la case centrale D5, bon. Mais il pourrait venir soit en B7, soit, pourquoi pas, en A6. Regardez, en A6, on a envie d'aller en A6 parce qu'il y a du matériel. Là, il y a le cavalier E2, il y a la tour F1. Voilà. Donc c'est une possibilité. Donc là, tour D1, donc déjà l'avantage de ce coup, bah, c'est que bah, on n'est plus sous la visée potentielle du fou A6. Hein. Déjà, on met la tour vers le centre. Fou A6 quand même. Donc là maintenant, le cavalier E2 est attaqué. Hein. Bon, là c'est facile à voir. Hein. On va pas épiloguer, hein. C'est quand même assez évident. Donc il faut faire quelque chose. Cavalier F4 est naturel. Hein. Donc si on a joué cavalier E2, c'est sans doute pour venir en F4 pour Carlsen. Donc pas de problème. Alors en F4, qu'est-ce qu'il fait ce cavalier? Ben, notamment, il contrôle la case E6, la case G6 éventuellement, mais surtout la case E6 où peut pousser le pion E5. Alors, le problème de ce pion pour les blancs, c'est qu'à la fois c'est un pion qu'on pourrait considérer comme fort parce qu'il est au centre, premier point. Deux, il est avancé, donc il contrôle des cases dans le camp ennemi. Mais il est faible dans la mesure où il ne peut pas être défendu tout de suite par le pion F4. Là, surtout maintenant qu'on a deux cavaliers devant. Il aurait fallu bouger les pièces, ça perd du temps, il faut jouer F4, et puis en jouant F4 on bouge le fou C1, bon bref. Donc il peut s'avérer aussi faible, parce qu'il est défendu par des pièces, et pas par des pions. Donc si on peut s'en débarrasser en jouant E6, peut-être que c'est bien pour les blancs, on garde toujours l'avantage 3 pions contre 2, après avoir échangé le pion E5 contre le pion F7. Mais on a plus ce pion qui peut aussi être une faiblesse. Et à la fois une force, une faiblesse. En jouant en cavalier F4, on a une grande souplesse. À la fois on contrôle des cases D5, E6, G6, bon, des cases au centre. Il est très bien ce cavalier là. Mais en même temps, on envisage aussi, pourquoi pas, si au besoin, de faire l'échange du pion E5. Fou B7. Regardez, le fou a fini son travail, il a obligé le cavalier à bouger, il vient en B7. Pourquoi pas? Donc là, maintenant B7, sans doute les noirs suivront tôt ou tard par C5, et le fou B7 aura une magnifique diagonale à sa disposition, notamment tapant sur le cavalier F3, menaçant de doubler les pions et forçant les blancs à réagir. Donc là, tout de suite, E6. Vous voyez, donc il n'attend pas, hein, l'idée que l'on donnait tout à l'heure, il l'a fait tout de suite, hein, Carlsen, pas de problème, E6. Fou D6, très logique, hein. Maintenant je sors mon fou, il est protégé par le pion C7, il est très bien placé ce fou en D6, il contrôle une case centrale, il attaque le cavalier F4, difficilement attaquable tout de suite, hein. Pour les blancs il faudrait jouer cavalier G5, cavalier E4 pour l'attaquer, bon, pourquoi pas. Pion, justement, alors pion prend F7 échec, et là après roi prend, ben, on peut faire cavalier échec. D'accord ? Alors à noter que sur cette variante, je voulais voir effectivement une possibilité ici. C'est le coup, voilà, je voulais vous montrer ce coup tour E1. Voilà, tour E1, plutôt que de jouer tout de suite pion prend F7. Tour E1, je menace éventuellement cavalier prend F7. Alors, donc c'est une possibilité. Regardez par exemple, si les noirs jouent le naturel, C5. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, pion prend F7, double échec de la tour et du pion sur le roi. Donc il faut prendre. Donc il n'y a pas d'autre solution, puisque si on joue roi F8, on va se prendre cavalier G6. Ce cavalier ici vient en G6 et la tour est perdue. La tour H8, échec, et ça, il faut prendre, donc on est un peu obligé de prendre. Voilà. Et maintenant, regardez le truc qu'il fallait éviter, cette jolie variante. Cavalier G5, hein, on enlève le cavalier d'abord de l'attaque du fou et en même temps on fait un échec. Voilà, échec au roi. Et là, regardez, si les noirs jouent, alors si les noirs vont vers le bas, ils peuvent se prendre une fourchette. Si on va en F8, on se prend une fourchette en G6 de l'autre cavalier. Si on va en G8, c'est possible. Mais regardez, la faute, c'est si on va en F6. Là, regardez. Échec au roi de la tour. La tour est protégée par les deux cavaliers. On laisse le cavalier en prise. La roi prend cavalier forcé. Maintenant, regardez.
tour G6, échec. Vous voyez que déjà ça sent le sapin. Le cavalier protège la tour et le cavalier est protégé par le fou. Donc là, ça force roi H4. D'accord. Et regardez, c'est magnifique parce que ce cavalier contrôle le pion H3. Donc on peut faire la variante suivante. G3, échec au roi. Et après, cavalier prend G3 qui est forcé. F prend G3, mat. C'est un très joli mat, regardez. Puisque la tour empêche le roi d'aller sur la colonne, contrôle le pion G3. C'est le pion qui fait échec. Et le pion H3 est contrôlé par le cavalier F4. Voilà. Donc c'est un très joli mat, vous voyez que ça peut aller vite. Hein. Donc ça veut dire que si on revient sur cette variante, ici, sur cavalier G5, il faut mettre le roi au fond. Par exemple en G8, on a fait, même c'est pas par exemple, c'est qu'on n'a pas le choix. Il faut venir en G8. D'accord? Roi G8 est forcé. Et donc là, les blancs ont quand même une position qui a l'air sympa. Bon, alors le problème, bien sûr, c'est que, car il y a quand même un souci, c'est que ces deux fous noirs sont magnifiques. Hein. Regardez, ils visent le camp blanc magnifiquement. Peut-être aussi que ces deux cavaliers-là, finalement, n'empêchent pas la tour H6 de se développer, puisque comme il y en a deux, ils découvrent pas l'attaque du fou. Donc je peux envisager tour H6, tour F6, doublage des tours sur la colonne F, pourquoi pas, et essayer, même avec les noirs, de mettre la pression sur le roi blanc. C'est possible, on a deux fous magnifiques. Deux tours là, c'est possible. Enfin, il y a du jeu possible hein, pour les noirs. Voilà. Donc, bon. Il n'a pas voulu rentrer là-dedans, Carlsen. Hein, voilà, malgré qu'il y avait cette petite menace de mat en cas d'erreur. Bon. Donc, il ne fait pas tour E1. Il prend tout de suite. Ici. Puis on prend F7. Voilà. Et après, roi prend F7. Cavalier G5 échec. Cette fois, Anand peut jouer roi F6. Il n'y a plus le mat. Parce que j'ai plus la tour ici en E1. D'accord ? Hein, heureusement, hein, par rapport à tout à l'heure. J'ai pas joué tour E1, donc les noirs n'ont pas joué C5, et voilà, c'est pas la même, vous voyez. Donc là, cette fois, on peut jouer roi F6. Alors, est-ce que Carlsen s'est pas trompé dans sa variante? Est-ce qu'il a oublié tour E1? C'est possible aussi. Parce que peut-être qu'il voulait jouer l'autre variante, même si elle paraît pas mauvaise pour les noirs, comme on l'a vu. Hein, ça peut même donner du contre-jeu aux noirs. Et après, regardez, alors l'idée de Carlsen est peut-être la suivante. Regardez, c'est très simple, mais ça va être, c'est un peu bête pour nous. C'est cavalier E4, échec. Et où va le roi? Elle aura pas de case. Hein. Si je viens en E5, je risque de me prendre une fourchette et derrière un mat. Hein. Par exemple, roi ici en E5 attaque le cavalier E4. Bon, mais le roi est au centre, on sait que c'est jamais très bon. Regardez, cavalier G6, échec au roi, attaque la tour H8. On peut se dire, oui, mais je prends le cavalier E4. Ben oui, parce que si je prends pas le cavalier E4, j'ai perdu une qualité pour rien. Mais si je prends le cavalier E4, d'accord? Regardez, encore un mat joli. Mat. Le roi est en échec du pion. Ces deux cases sont contrôlées par le cavalier G6. Le cavalier F5 bloque le roi. Le roi peut pas aller ici à cause de la tour. Et enfin, la case 3 est contrôlée par le fou. Joli mat en plein centre de l'échiquier. Donc vous voyez, hein, voilà, roi F6, donc cavalier E4, on ne peut pas s'amuser comme ça, balader le roi n'importe où. Si on vient à E7, c'est pareil, on se prend cavalier G6 avec une fourchette. Il n'y a pas de mat, mais on perd la tour, enfin on perd la qualité. Donc il reste le seul coup roi F7 pour Anand, d'accord? Et là, tranquille, regardez, l'idée de Carlsen, si on peut parler d'une idée, cavalier G5, je reviens en G5, même position. Ça fait deux fois. Roi F6, Anand réitère roi F6, ok. Cavalier E4, échec de Carlsen. Roi F7 d'Anand. Cavalier G5. Troisième position. Pour la troisième fois, c'est nul. Alors, je pense que c'est Anand qui a dû proposer nul, parce que c'est lui qui peut jouer roi F6 ici et refaire 3 fois la même position. Carlsen aurait pu aussi demander sur cavalier G5 la répétition, mais je ne sais pas s'il faut pas demander la répétition avant que le coup soit joué ou après, je ne sais plus. Après, peut-être. Il faut d'abord jouer le coup et ensuite demander à l'arbitre. Bon, à vérifier. J'ai plus l'exactitude de la démarche en tête. Pour cela, il faudra consulter l'arbitrage. Voilà, donc partie nulle en 20 coups. Hein, voilà ce qu'on peut retenir de cette partie jouée finalement assez vite. Elle a duré très peu de temps. Donc là, c'est intéressant en termes de psychologie du match. Carlsen dit à Anand, bah écoute, je mène d'un point. Il restait 4 parties avant celle-là, maintenant il ne reste plus que 3. Donc en faisant partie nulle, Anand, à toi de me démontrer
que tu peux revenir au score. Et en quelque part, il n'a pas tort, c'est à Nantes de prendre des risques, c'est lui qui est mené. Donc, bon, ben, c'est un peu ce qu'on voit dans d'autres sports, hein. C'est un peu ça aussi, quand on mène au score, parfois, ben, on joue la contre-attaque, on attend que l'adversaire se découvre. Voilà, donc c'est peut-être ça aussi. Donc Carsen maintenant dit à Nantes, ben, découvre-toi. Voilà, donc on va voir ce qui va se passer maintenant. Alors bon, Anand maintenant quand même est à l'initiative, il a 2 fois les blancs, 1 fois les noirs, dans les 3 parties qui restent, donc il a la possibilité vraiment de tester Carsen au niveau des nerfs, hein, et de revenir... Alors est-ce qu'il va tout tenter dans la prochaine où il aura les blancs? Est-ce qu'il... ou alors, si en cas de nul, est-ce que la partie suivante avec les noirs, il tentera de gagner avec les noirs en jouant une variante pointue, aiguë? Ou est-ce qu'il va tout mettre sur la dernière partie en prenant des risques mais pas trop à la prochaine, hein, c'est ça, est-ce qu'il va tout balancer à la prochaine ou tenter quelque chose à la prochaine avant de tenter le tout pour le tout à la dernière? Je vous rappelle qu'en 87, Kasparov avait tenté le tout pour le tout à la dernière. Bon, il n'a pas eu le choix parce que Karpov avait marqué le point à l'avant-dernière, le fameux match de Séville. Un des très grands championnats du monde au niveau du suspense, c'était extraordinaire, hein, puisque ce retour de Kasparov à la dernière partie, je pense que Karpov s'en est jamais remis de celle-là, parce que bon, il se voyait là à récupérer son titre, mais ça s'est pas fait. Hein, voilà, donc le match, pour finir, voilà, 9e partie vient d'être jouée, il en reste 3, hein, donc la partie nulle encore aujourd'hui. Carsen a gagné la 2e, il a gagné la 6e, cette partie qui constitue vraiment un tournant du match, hein. Et donc Anand avait égalisé à la 3e. Donc là, il reste l'inconnu de la suite. Merci de m'avoir suivi sur Diagonale TV pour cette 9e partie du championnat du monde 2014 entre Carlsen et Anand, et je vous donne rendez-vous bien entendu pour la 10e partie qui va s'annoncer passionnante avec Anand Calais Blanc et qui est au dos du mur là. Ça y est, il va falloir tenter des choses nouvelles, il va falloir vraiment bousculer Carsen d'une façon ou d'une autre, et tout en préservant au maximum les 2 dernières parties qui va rester derrière, hein. Il faut peut-être pas qu'il grille toutes ses cartouches, mais quand même il va falloir qu'il prenne des risques, parce que il peut pas tout miser sur une dernière partie avec les blancs. Bon, alors ça c'est une position, bon, si on aime l'attaque, ça peut aller, et Anand est un joueur d'attaque, donc ça devrait être explosif. On peut attendre beaucoup de cette 10e. Merci, au revoir, à bientôt sur Diagonale TV.